Eh bien, très bien, merci à tous d'être venus. Je suis content d'ouvrir le bal. Donc moi, je vais parler de Nix et Geeks et de comment on peut utiliser ces deux technos pour déployer des machines virtuelles dans OpenStack. Alors, je me présente. Moi, c'est Lucas Henry. Alors, je viens de Bordeaux. Je suis venu à vélo parce que pourquoi pas. J'ai fait mes premiers pas sur Linux quand j'étais au lycée, en option ISN. Mes premiers pas, c'était vraiment de la découverte de Linux, le fait de bidouiller, installer les paquets à la main, faire de la config un peu comme on peut, souvent en clic-bouton. Et puis j'ai fait un peu d'Arch Linux, j'ai changé les distros un peu plus ésotériques, un peu de Gentoo. Et pareil, au fur et à mesure, c'était vraiment de la config à la main. En école d'ingé, j'ai découvert Docker qui permettait de résoudre le problème de It Works on my machine. En stage, j'ai fait un stage dans une entreprise qui configurait des serveurs avec des scripts SSH qui n'étaient pas idempotents. C'est-à-dire que si on les lançait une deuxième fois, ça cassait complètement le serveur. Et donc j'ai découvert Ansible comme solution. Et chez OVH, j'ai découvert Puppet il y a un an quand j'ai rejoint OVH, qui a permis notamment de passer à l'échelle et de gérer chez PCI l'équipe qui maintient OpenStack 30 000 serveurs. Et le fil directeur de toute cette expérience, c'est surtout de voir que la communauté IT de manière générale a plein d'outils qui servent à gérer cette histoire de reproductibilité. Et de plus on va avoir tendance à passer à l'échelle, d'avoir plein de serveurs à gérer, on va avoir tendance à avoir besoin d'outils pour faire en sorte que tous les serveurs se ressemblent le plus possible. Donc j'avais un besoin de reproductibilité aussi sur mes machines perso pour pouvoir avoir plusieurs laptops avec les mêmes configurations. Au fur et à mesure que j'étais de plus en plus à l'aise et plus précis sur ce que je voulais que mon ordi fasse, j'ai utilisé des outils. Et un des outils, par exemple, c'était Stow, qui est un petit utilitaire Linux qui utilise des liens symboliques pour associer des fichiers de configuration qui sont dans un seul dépôt Git et les lier dans le Home Directory de l'utilisateur. Et la question que je m'étais posée à l'époque, c'est comment je fais pour gérer mes paquets parce que les paquets, il n'y a pas vraiment Stow ne gère pas du tout les paquets. Et du coup, j'avais un script shell que je devais maintenir, que je ne maintenais pas vraiment. Et du coup, je devais réinstaller certains paquets à la main. Et juste avant de partir sur une petite présentation rapide du coup de Nix et de Geeks, on peut se poser la question de pourquoi on a envie d'avoir ces outils qui permettent d'avoir de la reproductibilité. Et les avantages que moi j'ai remarqués en tout cas, c'est que ça permet d'avoir des déploiements fiables et prévisibles. Idéalement, de pouvoir faire des rollbacks en cas d'erreur. Et donc ça marche si les déploiements sont atomiques. Et une feature cool aussi, c'est le fait de ne pas avoir de dérive de configuration, de faire en sorte que l'outil soit en capacité de se réappliquer et de résoudre toutes les différences. Alors Nix, c'est un gestionnaire de paquets, mais c'est aussi le langage qui va avec, et c'est aussi une distribution qui est basée autour de ce gestionnaire de paquets. Le gestionnaire de paquets, il est un peu particulier parce qu'il est fonctionnel, c'est-à-dire que pour un ensemble d'inputs qui sont des sources de code ou d'autres paquets, il va toujours produire la même sortie. Il a été les débuts de Nix, c'était en 2003 avec la thèse de cette personne dont je ne vais pas prononcer le nom. Un des points clés à comprendre dans Nix, c'est que les paquets, ils s'installent. Les paquets s'installent toutes les archives s'installent dans un store qui est immutable et en lecture seule, qui se trouve dans Nix Store. Donc c'est un dossier qui contient plein d'artefacts qui ont été construits, qui sont du coup immutables et que je ne peux pas modifier. Et grâce à ce store immutable, pour l'utiliser, du coup, il y a des liens symboliques depuis le pass, depuis de mon home répertoire ou depuis le ETC du système. Et ça va pointer directement vers la source, mais du coup, on ne peut pas éditer ces sources directement. Et les avantages de cette pratique, c'est que ça permet de faire des mises à jour fiables et atomiques, parce qu'il suffit, lorsqu'on applique une nouvelle configuration,
de changer un lien symbolique après avoir construit tous les artefacts, et on peut aller avancer, on peut faire la bascule et revenir dans l'autre sens, si besoin. Ça permet aussi de faire des rollbacks, si on annule les changements et qu'on revient vers des artefacts qui ont déjà été construits, on revient dans l'historique. La configuration, elle est reproductible, ça c'est permis notamment parce que, on verra juste après, la définition des paquets, comme elle est fonctionnelle à des inputs donnés, on peut avoir exactement les mêmes points de sortie. Et du coup, si les inputs sont précis et marqués avec des haches pour être sûr qu'ils sont exactement ceux qu'on attend, on peut avoir des configurations qui sont reproductibles à l'octet près. Et un des avantages cool, c'est le fait de pouvoir avoir plusieurs paquets identiques, plusieurs versions de paquets en simultané présents sur la machine, ou alors construire un paquet avec des dépendances qui sont par exemple Python dans une certaine version et un autre paquet avec Python dans une autre version. Ça, c'est totalement possible avec Nix. Un des points importants de Nix, c'est que la définition des paquets, c'est du code. Donc, tous les paquets, c'est un seul fichier. Ici, par exemple, on a difftastic qui est un petit utilitaire qui permet de faire du diff un peu fancy. Ce paquet, il construit un paquet en Rust dont la source, donc les inputs, c'est un dépôt sur GitHub et il va ajouter notamment quelques options de metadata. Et comme on est sur un paquet Rust classique, derrière, quand le paquet va être construit in fine, il y aura un cargo build, quelque chose comme ça, puis un cargo install. Le deuxième point qui est chouette et qui a motivé l'essor récent, il y a beaucoup d'utilisateurs qui se sont mis à utiliser Nix, c'est ce graphe qui représente en ordonnée la fraîcheur des paquets, donc à quel point ils sont à jour, et en abscisse le nombre de paquets disponibles dans le système d'exploitation. Et ce qu'on voit, c'est que toutes les distributions Nix, notamment plus elles sont récentes, ont énormément de paquets. C'est la distribution Linux qui a le plus de paquets et qui en plus a des paquets qui sont extrêmement à jour. Alors ce que je vous propose, c'est de commencer par construire une machine virtuelle sur Nix. Donc, je lance une commande qui va construire une machine à partir de ce fichier. Donc c'est un fichier qui décrit un système d'exploitation relativement simple. On dit qu'on veut booter avec systemd comme système de PID par défaut. Et on crée un utilisateur qui s'appelle Alice, qui a des droits en sudo, un mot de passe qui est écrit en dur ici, qui est test, et on installe deux paquets qui vont être là pour la démo, Kosei et lolcat. Ce qu'on peut voir ici, c'est que la commande me renvoie un artefact, et dans cet artefact, dans cet artefact, j'ai un dossier bin qui contient un script qui est un espèce de wrapper qui va me permettre de facilement démarrer la machine virtuelle en toute autonomie. Et système est un lien symbolique vers un autre artefact qui contient, lui, plutôt toutes les ressources nécessaires pour définir le système d'exploitation. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer la machine. Et donc là, je le démarre entity y en tant que console. Et on va voir ce que ça donne. Et je vais passer à la suite en attendant le temps que ça se lance. Un des points chouettes avec Nix, c'est qu'il y a beaucoup de paquets, je l'ai dit, il y a aussi beaucoup de services différents. Et ces services permettent d'activer des fonctionnalités de manière atomique en activant juste certains flags. Donc, par exemple, pour activer une interface graphique Xorg, il suffit de mettre la première ligne. Pour un gestionnaire de session, on peut mettre la deuxième ligne. Et pour un gestionnaire de desktop, le troisième. Et c'est la même chose si on veut que sur un serveur, par exemple un serveur en NixOS, si on veut installer Nextcloud, en une ligne, on peut activer la feature et ça va installer une base de données MariaDB, faire les configurations qui vont bien, gérer peut-être un serveur Nginx pour faire l'exposition. Et tout ça, c'est géré du coup de manière autonome.
vais avancer un tout petit peu, comme ça je ne prends pas trop de temps sur la partie Geeks, le temps que le système d'exploitation démarre. Geeks, c'est le projet, c'est un peu le projet sœur de Nix. C'est un fork de Nix qui a été forké du coup, en 2013 par Ludovic Cortés, qui est ingénieur de recherche à l'INRIA, Bordeaux. Et c'est un projet qui a le même ADN, puisque c'est un fork, mais il y a quelques différences. Et pour comprendre les différences, il y a cette phrase que j'aime beaucoup, c'est que Geeks est à Nix, ce qu'Emacs est à Vim. Il y a des parallèles. Par exemple, Emacs, on va dire, utilise un langage qui est un dialecte de Lisp, là où Vim utilise plutôt d'autres langages un peu plus mainstream comme Lua, où je vais dire, Vimscript n'est pas très mainstream. Et en fait, on remarque la même différence. Donc Nix utilise un DSL, Domain Specific Language, qui est spécifique, on l'a vu tout à l'heure, qui est dédié pour NixOS. Et Geeks est un fork qui est développé en Guile, qui est donc une implémentation du dialecte Lisp qui s'appelle Scheme. Et en termes de démarche, NixOS va avoir une approche pragmatique sur quels paquets sont inclus dans les librairies, etc. Notamment, il n'y a pas de contrainte sur quels paquets sont inclus dans les librairies. Tout ce qui peut être construit va pouvoir être inclus. De la même façon, on n'est pas obligé de construire avec toutes les dépendances depuis les sources. Là où Geeks va être un peu plus restrictif et va limiter par défaut les paquets uniquement aux paquets qui sont libres et ne va autoriser uniquement les paquets si on arrive à construire les paquets de dépendance. Par exemple, sur un projet en Rust ou un projet en Node.js, toutes les dépendances vont devoir être construites via le gestionnaire de paquets Geeks si on veut pouvoir les utiliser. Nix ne s'embarrasse pas du coup de ce genre de contraintes. Donc, pendant que je parlais, on a le NixOS qui s'est lancé. Donc, juste pour montrer que ça fonctionne, je peux me connecter avec l'outil Alice. Donc, on a vu tout à l'heure que le mot de passe, c'était test. Pardon. Alors, la machine virtuelle prend un peu de temps. Je ne sais pas exactement quel est l'outil utilisé comme émulateur derrière. Et donc même ce genre de commande prend un peu de temps aussi. Voilà, juste pour montrer. Donc on a un système d'exploitation qui est vraiment minimal. Qui est tout petit et il y a les paquets qu'on s'attend à avoir. Voilà. Je passe à la suite. De la même façon, on va construire une image pour Geeks. Et comme ça, on va voir un peu la différence en termes d'approche. Donc dans Geeks, le fichier, il est un peu différent. Donc c'est un langage parenthésé, vu qu'on est sur un dialecte de Lisp. Et on va pour déployer un système d'exploitation, il faut un fichier qui crée un objet de type operating system qui définit notamment une liste de paquets. Donc ici, j'installe Cosei, Lolcat en plus des paquets par défaut, qui définit des systèmes de fichiers par défaut. Et j'ajoute deux services qui vont être utiles pour déployer dans OpenStack, qui sont donc le DHCP pour avoir une adresse IP automatiquement et le SSH pour pouvoir s'y connecter. Et dans ce cadre particulier, je fais en sorte que la clé publique qui se trouve actuellement sur mon laptop va être inclus dans la définition du système d'exploitation et donc inclus dans l'image QCO qu'on va construire juste après. Et va être ajouté du coup et va pouvoir être utilisé de cette façon. Je vais faire ça. Hop.
Donc je construis l'image. Normalement, bon, ça allait très vite, c'est ce que je voulais dire, c'est que tous les artefacts, je les avais déjà préconstruits pour les tests. Donc là, il a remarqué qu'il y avait très peu de différence et j'ai mon image Qco qui a été créée automatiquement. Ce que je peux faire, si, je vais peut-être juste revenir en arrière pour expliquer la commande ici. Donc la commande pour construire une image avec Guix, c'est Guix System Image. Le --route ici, il demande de créer un lien symbolique qui s'appelle GixResult qui va pointer vers l'artefact qui va être construit. Ça permet dans les commandes d'après de savoir que l'artefact s'appelle toujours GixResult. Et je lui demande de créer une image de type Qco2 à partir du coup du fichier qu'on vient de voir à l'instant. Donc on a... je m'en mêle. On a donc cette image Qco2. Comme le store est immutable, et que là j'aimerais démarrer la machine en local, je copie... Super. Je copie donc le fichier dans un endroit qui est éditable et j'ai cette commande qui va démarrer avec Qemu, qui va démarrer une machine virtuelle Guix. C'est un peu plus rapide parce qu'il y a l'émulation KVM. Et donc, on a vu qu'il y avait l'utilisateur root par défaut. Par défaut, il n'y a pas de mot de passe. C'est pas ça. Alors, c'est écrit peut-être un peu petit, mais je vais aller vite. Et donc, on a un paquet avec toutes les dépendances dont j'ai besoin. Et il y a des paquets qui n'existent pas. Par exemple, Git, j'ai pas, etc. Et c'est une machine Guix. Guix a une particularité, c'est qu'il n'utilise pas systemd comme PID 1. Il utilise un programme qui est écrit en Guile Scheme, parce que l'idée c'est de tout faire dans le même langage, qui s'appelle Shepherd, qui a eu récemment la release en version 1.0, et qui a un outil en ligne de commande qui s'appelle Herd pour interagir avec ce programme. Et du coup, Herd Statut permet de lister l'ensemble des services. Et on doit pouvoir voir qu'il y a un démon SSH quelque part. Il y a le SSH démon qui est présent, donc qui fait bien partie de ce qu'on avait demandé. Et je vais arrêter la machine. Maintenant qu'on a cette image Qco, comment on fait pour la déployer dans OpenStack? Malheureusement, il n'y a pas de façon built-in dans Guix pour le faire. Donc, l'idée, c'est de pousser l'image Qco directement sur le cluster OpenStack en précisant que c'est une image Qco avec le fichier que je viens de déplacer en local. Et ensuite, une fois que cette image a été uploadée, de la démarrer. Alors en l'occurrence, l'upload met un petit peu de temps. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà uploadé l'image avec exactement le fichier image.scm que j'ai montré tout à l'heure. Et j'ai déjà un serveur qui est créé. Donc là, j'ai mon serveur qui s'appelle Guix1, donc ce que j'ai demandé ici, qui a une adresse IP et qui se base sur l'image Guix que j'ai téléversée juste avant. Et je peux du coup m'y connecter en route. Et je retrouve exactement la machine virtuelle que j'avais tout à l'heure, que j'ai démarrée avec Qemu. C'est-à-dire que Git n'existe pas et que j'ai le Kosei. Ça fonctionne toujours. Point important, la machine virtuelle que je viens de démarrer, par défaut, je n'ai pas inclus le service Cloud Init. Ce qui fait que le disque, initialement, il était de 2 Go, qui est la taille du fichier Qco. Ce qui est dommage parce que la machine virtuelle dispose d'un vrai disque pardon, la partition faisait 2 Go alors que le disque faisait 50 Go. Et donc j'ai utilisé fdisk pour augmenter la taille de la partition en supprimant la partition et en recréant une partition qui prend la totalité. Et c'est bien beau, on a une machine virtuelle qui peut faire ça. Ben, en pratique, c'est pas très utile.
Et la question qui vient, c'est comment est-ce qu'on gère cette machine virtuelle dans le temps? Comment on fait le day to operation pour ajouter des services, modifier et faire vivre cette machine virtuelle? Ce n'est pas très pratique, à chaque fois qu'on doit ajouter un service, de devoir reconstruire l'image QCO, l'uploader, démarrer un nouveau serveur, enlever l'autre, etc. Ce n'est pas forcément ce qu'on veut. Et la solution, c'est d'utiliser une commande qui s'appelle geeks-deploy, qui va utiliser un fichier qui va retourner une liste de serveurs, donc de machines, et qui va déployer les machines telles qu'elles sont demandées. En l'occurrence ici, ce que je fais, c'est que je définis une variable qui s'appelle OS, qui va être le résultat du chargement du fichier image.scm, c'est celui que j'ai montré tout à l'heure. Si je vais dessus, donc c'est celui qu'on a vu tout à l'heure qui avait donc mes deux paquets. C'est exactement celui qui est utilisé pour créer la VM. Cette variable, je l'utilise pour créer une machine qui va être configurée via du SSH. J'ai préconfiguré l'adresse IP. Et donc, ce qui va se passer, je vais lancer la commande le temps que je continue d'expliquer. Ce qui va se passer, c'est que mon laptop en local va récupérer l'objet operating system, construire tous les artefacts qui sont nécessaires, envoyer les artefacts qui ne sont pas présents sur le serveur. Donc là, en l'occurrence, comme mon fichier n'a pas changé, il y a très peu d'artefacts qui sont envoyés. Et via SSH, va communiquer avec le démon de Geeks qui est présent sur la machine virtuelle à laquelle j'étais connecté tout à l'heure. Et au dernier moment, une fois que tous les artefacts sont passés et que tout a construit, faire la bascule atomique pour ajouter la nouvelle configuration. Donc là, on n'a appliqué rien du tout, donc il ne s'est rien passé. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est changer ce fichier image et appliquer la nouvelle version et vérifier que ça s'applique sur la VM. Donc j'ai un nouveau commit qui ajoute un utilisateur qui s'appelle polyèdre, qui est en sudo, qui ajoute un paquet git, qui va faire en sorte que cet utilisateur polyèdre, on puisse s'y connecter par SSH, et qui va ajouter également un service Nginx, dans lequel il y aura un serveur virtuel qui va servir le fichier index.html sur le port 8080. Je me mets sur le commit, je refais deploy. Donc là, encore une fois, les artefacts, lorsque j'ai fait les différents tests, ils ont déjà été construits. Donc là, le fichier a bien été changé. Et du coup, maintenant, j'ai Git, alors que tout à l'heure, je ne l'avais pas. J'ai un service j'ai un service Nginx qui tourne sur le serveur. Et si je fais... c'est pas cette adresse IP. J'ai oublié. Super. Décidément. Voilà, c'est ça. Ah, je me suis trompé, c'est ça? C'est celui-là. Là. Et donc, si je fais le curl, je retrouve exactement le fichier que j'avais en local qui a été utilisé pour construire l'image qui a été ensuite uploadée avec donc là, bonjour N, bonjour N. Donc ça, on a vu. Alors, juste pour terminer, donc il y a un ensemble de limitations. Comme on l'a vu, j'ai été obligé de construire l'image en local, déployer l'image un peu à la main, créer l'instance à la main également. Il n'y a pas de configuration réseau, pas de volume,
grosso modo, Geeks ne parle pas l'OpenStack. J'ai envie de dire pour l'instant, je suis en train d'essayer d'implémenter un wrapper à la ressource qui s'appelle machine SSH configuration, qui est donc le type de configuration qui permet à une machine d'être configurée à distance à travers le SSH, pour faire une machine OpenStack qui serait en capacité de déployer une machine à distance en communiquant avec l'API OpenStack et automatiquement du coup de s'y connecter si la machine préexiste déjà. Bon, c'est pas prêt du tout, ça marche à peu près. Et du coup, comment ça marche le côté reproductible? Si vous vouliez exactement démarrer la même machine virtuelle que moi, comment vous pourriez le faire? La solution, c'est d'utiliser Geeks Describe. Hop. Qui va créer un fichier de channel. Le fichier de channel, c'est un peu comme le lock dans les langages comme avec NPM ou en Rust, je ne sais plus comment il s'appelle en Rust. Mais c'est le fichier .lock qui contient les versions exactes avec les hashes de chacun des paquets. Là, en l'occurrence, ce n'est pas des hashes de paquets. Comme chacun des dépôts Git, on l'a vu avec l'exemple de la définition de difftastic dans Nginx, contient le hash ou la référence exacte du commit de la source. Ben là, ce qu'on fait, c'est qu'on liste dans Geeks la référence exacte du dépôt Git qui contient la définition du paquet à une version particulière dans le temps. Et donc, si je voulais recréer mon image Kuko avec exactement les mêmes versions, j'utilise dans Geeks la commande time machine qui prend en argument soit un commit, soit ici du coup le fichier de channel et qui va donc récupérer les fichiers Kuko et lolcat de exactement ce commit de la révision du dépôt Geeks et construire du coup la même image Kuko. Et voilà. Merci de votre attention et je suis à disposition si vous avez des questions. On a quelques questions pour Lucas. Si on n'a pas. Par rapport du coup, tu as parlé de NixOS et Nixto Et Geeks, ouais. Et du coup, la différence entre les deux, c'était surtout la façon, l'optique derrière. Et toi, du coup, dans l'utilisation, tu as une préférence par rapport à Geeks ou par rapport à la façon de l'optique? Alors, moi, je suis utilisateur de Emacs, donc dans la team entre les deux. J'ai pas fait de comparatif et notamment j'ai assez peu d'expérience sur Nix. C'est aussi la raison pour laquelle la fin des démos c'était sur Geeks. Okay. Tu peux pas avouer que le créateur est à Bordeaux et que tu es à Bordeaux aussi et que du coup… Peut-être, c'était ça la raison. Non, pour moi c'était vraiment un côté pas forcément d'éthique, mais il y a une espèce de vibe autour qui me plaît plus et du coup c'est ce que j'utilise sur ce laptop. Mais c'était plus une question de vibe plus que de côté technique. Et j'accepte volontiers de m'infliger le fait que la communauté Geeks soit vachement plus petite et que du coup il y ait plein de choses qui ne soient pas encore possibles alors que ça existe dans Nix. Notamment en termes de performance, des fois ça marche un peu moins bien. On l'a vu, l'écosystème de paquets dans Nix il est gigantesque. Dans Geeks, des fois, il faut se les packager à la main. Et il y a plusieurs paquets que j'aurais aimé avoir, et notamment pour lesquels j'ai essayé de repackager de recréer les paquets, et notamment des paquets en Rust. Je pense à Difftastic que j'ai essayé de packager pour Geeks. Et en fait, comme Geeks est un peu restreint sur d'un point de vue philosophique, c'est très compliqué de faire les choses proprement et de les upstreamer. Voilà.